toujours rêvé d'inventer un jeu théâtral, un peu comme le sport, dont l'issue est inconnue. Les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. Le lendemain, là, on a reçu un paquet de téléphones d'école. Ils voulaient avoir des règles et puis savoir comment faire pour monter ligue d'impro dans leur école secondaire ou dans leur cégep. Que l'Assemblée nationale demande de reconnaître l'improvisation comme un courant unique et une discipline artistique à part entière. Dans nos temps libres, on fait de l'impro. Bienvenue à Ça passe ou ça casse, un podcast sur l'improvisation où à chaque semaine, on reçoit des improvisateurs actifs dans leur milieu pour avoir des discussions intéressantes et divertissantes. On vous invite dans notre monde, dans nos débats, dans notre évolution. Cette semaine, on parle des différents styles de joueurs. Votre animatrice Kimberly Reason, accompagnée également de Gabrielle Saint-Onge. Bienvenue à Ça passe, ça casse, un podcast présenté par la Limule. Donc, cette semaine, nous sommes avec Gabrielle Saint-Onge, membre active de la Limule. Alors, bonjour, Gab. Bonjour. Ça va bien? Je suis très excitée d'être ici ce soir. Ça paraît. Oui. Et Antoine Goulet-Lafont. Allô? Bonjour, Antoine. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, très contente de te retrouver sur un podcast. Moi aussi, très content d'être ici. Oui, on va pouvoir faire plein de liens durant le podcast. Cette semaine, on va parler le thème du podcast, c'est les styles de joueurs, mais on va naturellement englober plusieurs sujets par rapport à ça. Gab, tu veux-tu commencer un peu en nous disant c'est quoi ton parcours en impro puis ton parcours scolaire? T'as-tu étudié à l'Université Laval? Est-ce que j'ai étudié à l'Université Laval, la question qui tue? Non, je n'ai jamais étudié ici. J'ai étudié à l'UQAR à Lévis, en travail social. Donc, je suis... en fait, j'ai fait de l'impro depuis le tout début de mon secondaire. J'avais vu un gros tournoi qui se passait dans mon école secondaire, le TPI. Fait que là, c'était comme big thing. Fait que j'en ai fait tout mon secondaire, tout mon cégep. J'en ai fait toute l'université. Et me voici maintenant graduée qui poursuit l'improvisation. C'est bon. Puis toi, Antoine, veux-tu nous faire un petit pedigree de ton long CV en impro? Oui, ça fait quand même un bout de temps, je pense. Je fais de l'impro quasiment 15, pas loin de 20 ans, genre. Non, 15 ans. J'ai joué au secondaire, là, comme beaucoup de gens. On a joué ensemble au secondaire. Mais on a même commencé en même temps, je pense. Oui, pas mal, je pense. Première année, en tout cas, de ce que je me rappelle, puisque j'ai raconté dans un podcast, c'est que tu m'avais dit « Ah, il manque de filles, tu fais du théâtre, veux-tu venir faire de l'impro? » Puis on a starté une équipe comme ça. Puis ça a été vraiment la piqûre d'embarquer bien vite. Ouais. J'ai continué au cégep. Après ça, j'ai joué 8 ans à la LUI. Quand même pas mal. Puis j'ai fait 1 an à la LIC. Puis là, ça fait 2 ans que je joue à la Saint-Roch, présentement. Une belle petite ligue qu'on apprécie bien gros. Puis sinon, j'ai beaucoup coaché au travers de tout ça. J'ai coaché au cégep. Et je coach présentement à la LUI aussi. Puis je donne même des petits cours d'impro pour le club d'impro en ce moment. Ouais. C'est cool. Ben, c'est un peu pour ça qu'on t'a invité pour parler de la thématique style de joueur, comme tu as beaucoup coaché puis que tu baignes dans ce domaine-là. On va pouvoir en parler plus grandement avec toi. Yes. Puis, t'as-tu étudié à l'université? Oui, j'ai étudié à l'université. J'ai étudié en 2 parcours différents. Au départ, j'ai fait un certificat en communication. Puis après ça, je suis retourné au cégep faire un deck en graphisme. Puis je suis revenu à l'université faire un bac en design graphique par après. Fait que quand même un long parcours entremêlé, mais oui. Fait que t'es quand même un joueur prisé dans les ligues, pas juste pour ton talent d'impro, mais aussi pour tes talents en graphisme. Oui, ça vient avec. J'ai fait des designs de t-shirts d'impro à la pochetée. Là, genre, c'est clair. Ouais. C'est le genre d'atout que toute ligue d'impro se cherche. Oui. Ouais. C'est pour vrai, là, dans les descriptifs, dans quoi t'as étudié en graphisme, parfait. C'est dans la poche. Ça se peut qu'on le repêche. C'est le fun, c'est pratique. Puis à un moment donné, on s'en écœure vraiment. Ah ouais? J'en ai tellement fait qu'à un moment donné, j'ai comme... on finit par dire comme « Ah, mais là, cette année, je m'en occuperai pas, si ça vous dérange pas. » Puis je finis par m'en occuper un peu parce que je donne mon point de vue. Puis, c'est sûr que c'est ton métier, c'est ton travail. Fait que quand quelqu'un d'autre fait un design, là, tu vois un peu les imperfections, sûr, naturellement. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va parler un peu des styles de joueurs. Puis, pour ce faire,
évidemment, ton expertise en coaching va beaucoup nous aider. Gab, toi aussi, tu as vu beaucoup d'impro. T'as-tu coaché, toi? J'ai coaché une toute petite année où il est arrivé quelque chose de malheureux, une pandémie. Fait que j'ai coaché juste ce petit bout-là où j'ai coaché au collégial, le Hachichine de Lévis. Ah, OK. T'as coaché le Hachichine? Je le savais même pas. Oui, comme un 2/3 d'année. Ouais. Moi aussi, j'ai un peu coaché, secondaire un peu. J'ai coaché à l'université à la Lidule pendant quelques années. Oui. Ouais. En effet. Je pense que j'ai coaché une année à la Limule. Oui, tu m'as coaché à la Limule. Oui, c'est ça, c'est flou dans ma tête, mais je pense que j'ai coaché. Donc, je pourrais contribuer un petit peu, et toi aussi, Gab, à tout Certainement. ça. Qu'est-ce que tu vois comme style de joueur en impro, Antoine? Ben, il y a toujours les grandes catégories un peu clichés qu'on se dit des types de joueurs. Tu sais, le joueur constructeur, c'est ça. On l'oubliera jamais. T'as le joueur puncher qui est souvent nommé, que j'aime pas nécessairement donner cette définition-là de joueur puncher parce que je trouve ça un peu unidimensionnel. Puis se faire appeler joueur puncher, je trouve ça quasiment insultant parce que c'est pas juste ça. T'sais. C'est ça, c'est comme si t'étais pas capable de faire autre chose que c'est ça, je trouve que ça te catégorise plus qu'un joueur constructeur, que c'est comme, ben tu englobes bien, tu construis bien les impros. Sinon, quel autre type de joueur qu'il y a? Il y a plein de sous-groupes de joueurs, mais je pense que à peu près tout le monde est capable d'être un peu tous les types de joueurs, puis on veut être tous les types de joueurs, tu sais. T'as des joueurs qui sont plus cosmiques, je dirais. Ouais. Des joueurs qui tombent dans les univers un peu plus fous, absurdes, qui sont un peu des fois difficiles à suivre, mais qui vont nous faire voyager particulièrement qui ont vraiment un beaucoup. univers dans lequel on peut plonger. Ben, on en a parlé dans un podcast dernièrement. On a fait un podcast dédié. J'ai dit un podcast, mais je voulais dire un podcast dédié à l'absurde avec T-Rex. Et ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en effet, là, c'est un monde. Là. Moi, des fois, je comprenais pas tout ce qui se passait. Oui. Autant que, tu sais, ça peut être absurde que ça peut être aussi des gens très imbriqués dans leurs univers, que ça soit médiéval, dans l'espace, des références aussi, tu sais. Ouais, moi, il y a comme le joueur... Ben, tu sais, c'est ça, tu dis, il y a des sous-catégories. Je pense qu'on associe le joueur constructeur, puncher, c'est peut-être plus... Puis là, on dit le mot joueur, mais je tiens à souligner que ça inclut la joueuse. Bien sûr. Et ça nécessite la joueuse. Bien certainement. J'aime pas qu'on se limite à ça. C'est juste qu'à chaque fois, c'est difficile de dire les deux mots. Donc, on va essayer d'alterner durant le podcast. Du grand type de joueur. Du grand type. Exactement. Le joueur en général. Un autre type de joueur qui est mentionné puis qu'on voit de plus en plus apparaître des fois dans les prix de fin d'année et compagnie de Delix, c'est le joueur obscur. Ouais. Un peu troisième entrée. C'est ça, qui est quand même difficile à dire aussi parce que selon moi, la définition est un peu comme un joueur constructeur. C'est quelqu'un qui, dans l'ombre, va venir un peu construire pour son équipe, mettre son équipe de l'avant sans se mettre lui-même de l'avant souvent. Donc, selon moi, c'est un peu un type de joueur constructeur, mais je dirais qu'il y a des joueurs constructeurs qui chaînent énormément et il y a des joueurs constructeurs qui ne chaînent pas vraiment, mais qui devraient plus. Puis c'est dans le public, on se rend pas compte des fois de la différence qu'un joueur ou un autre peut faire. Mais je trouve qu'en tant que coach, c'est le genre de choses que tu vois vraiment quand tu es sur ton banc, tu te dis à un joueur, fais telle affaire, ou tu vois ton joueur aller faire une troisième entrée, tu dis, OK, ben ça vient d'amener l'impro d'un point A à un point B d'une façon extraordinaire, puis personne n'a vu aller. Mais ça vient tricoter quelque chose. C'est ça. Mais ce joueur-là a gagné l'impro à lui, tu sais. Ouais. Même si ça passe, ça casse, peu importe, ce joueur-là a fait en sorte que l'impro ait fonctionné. Ouais, puis c'est ce genre de joueur-là aussi que les juges de ligue, souvent, tu sais, comme plus au secondaire, il y a des juges dans la salle et tout ça, à un niveau où est-ce que c'est peut-être moins compris que c'est pas juste important d'être drôle en impro. Non, c'est ça. Puis c'est moins compris, puis les juges sont beaucoup là pour faire, ben regardez, le point est allé là parce que le joueur a apporté tel élément à l'impro, puis c'est tellement important comme type de joueur. Puis on peut pas avoir que des joueurs qui chaînent dans une équipe. Là, parce qu'à un moment donné, tout le monde veut un petit peu... Ça fait des gens qui se marchent sur les pieds, puis des impros un peu cacophoniques où tout le monde veut... Tout le monde se tire la couverte pour avoir le lead role, mais tu sais... Exact, le spotlight. C'est de quoi qui, je pense, c'est important de plus en plus à amener, de mettre de l'avant, puis de récompenser les gens qui ont réussi à amener l'impro d'un point A à un point B, ou
ou pas shiner tout court, là, parce que pour beaucoup, quand on commence l'impro, c'est « Ah, je veux une étoile, je veux à tout prix une étoile. » Le concept des étoiles, la peau de l'étoile. Le concept des étoiles, c'est selon moi le plus grand problème face au type de joueur, parce que si les étoiles n'existeraient pas, je pense que tout le monde aurait envie de jouer comme il y en a plus le fun, plus le plaisir en impro. À son plein potentiel. Exactement. À lui, là, Tandis que les types de joueurs, les étoiles font en sorte que tu te dis « Ah, mais là, je veux être le meilleur possible. Fait que je veux être un joueur puncher parce que c'est ce qui semble plus pogné. Tu sais. Mais ça devrait pas. Puis c'est vraiment problématique. Puis de plus en plus, il y a des ligues qui les enlèvent puis, ou les changent, les modifient. Des fois, c'est une étoile donnée par l'autre équipe. Je trouve déjà ça, on apporte quelque chose de une reconnaissance directement sur le jeu. Exact. Les gens m'ont pas nécessairement trouvé tant que ça plus drôle. Ils m'ont trouvé le fun à jouer avec. Ah, tu vois, c'est une touche qui est différente. Les gens aiment ça jouer avec moi. Tu sais. Ben, je suis d'accord parce qu'il y a aussi le fait que ce soit tout le temps l'arbitre qui donne les étoiles. T'sais, souvent, c'est ça le concept. L'arbitre donne les étoiles. Je trouve que c'est très limitatif parce que l'arbitre, il a sa vision de ce qu'il aime. Puis c'est correct. Chaque personne a le droit d'aimer le propre type de joueur, le propre type d'impro. Mais en même temps, dans toute une saison, si tu donnes l'étoile tout le temps aux mêmes joueurs, ben, ça leur encourage des comportements qui devraient être modifiés, des habitudes qui devraient être modifiées. Puis les joueurs qui s'améliorent, ben, sont jamais soulignés. Puis ils les voient pas, les joueurs qui s'améliorent, parce qu'ils ne vont pas nécessairement arbitrer tout le temps cette équipe-là. C'est ça. Puis des fois, je trouve qu'en tant que coach, justement, tu te dis, OK, ce joueur-là, il vient d'avoir sa 10e étoile de l'année. Quand il vient de tirer un match qui est très correct, tu sais, mais il y a cette personne-là dans son équipe qui a vraiment fait un cheminement incroyable. Aujourd'hui, a fait un step. Puis aujourd'hui, exact, a fait un comme j'aurais tellement aimé ça que cette personne-là ait une étoile. Puis t'as beau lui dire, c'est que moi, mais je l'ai pas eu, tu sais. Oui, mais c'est quelque chose, c'est sûr qu'on est à un autre niveau, puis on est rendu mature. Mais mettons, quand je joue avec mon équipe volante, des fois, c'est un peu ça. Moi, je m'identifie un petit peu plus au style joueuse-puncheuse. Fait que, naturellement, ça arrive plus souvent, mettons que j'ai des étoiles parce que j'ai été drôle dans un match. Ouais, t'as shiné. Mais, tu sais, je sais ce que les autres joueurs dans mon équipe ont fait. Puis des fois, je suis comme, hey, tu sais, ce joueur-là méritait une étoile. Puis quand on fait le retour de match, je suis comme, hey, je te la donne, mon étoile. Puis pour vrai, c'est sincère. Puis je pense que des fois, quand quelqu'un dit ça, faut que tu le prennes. Tu sais, parce que le meilleur endroit, la meilleure place qui te connaît, c'est ton équipe, c'est ton coach. Fait que c'est ça que je trouve un petit peu tannant du concept des étoiles. C'est. Des fois, ça monte à la tête de certains joueurs, puis il y a des joueurs dont ça défait l'estime. Oui, qui deviennent comme obsédés par ça, puis que ça devient comme la seule... au lieu d'avoir une gratification personnelle ou justement de ton équipe, de « Ah, c'était le fun en soir, on a bien joué, telle affaire, ça a été super pertinent », mais c'est la gratification de « T'as-tu l'étoile ou tu l'as pas eu? Alors qu'au contraire, il y a tellement plus que ça dans une game. Là. Ouais, ça, je l'ai souvent dit, les 3 étoiles font plaisir à 3 personnes et font pas plaisir à 9 personnes. T'sais. Exact. Fait que c'est souvent ça qui est décevant, mais oui, c'est le fun de gratifier justement ses coéquipiers puis ses joueurs en leur disant « Je trouve que t'en aurais mérité une ». Puis tu sais, on veut pas non plus dévaloriser la personne qui en a eu une. C'est pas une mauvaise chose non plus que l'autre personne en a eu une. Puis des fois, cette personne-là qui punch puis qui en a, mais est importante aussi parce qu'on a besoin de garder notre touche d'humour puis notre punch dans les matchs. Puis il faut le souligner aussi quand même. Non, il faut le souligner. Mais c'est ça. Les étoiles, c'est un concept, je pense, qui évolue aussi. Depuis le début du podcast, on parle beaucoup d'évolution à travers le temps dans l'impro. Puis je pense aussi que les étoiles, c'est un concept qui évolue. Comme tu disais, maintenant, l'autre équipe en donne une à l'autre. À la limite, on a la mix du match. À mon sens, la mix du match, ça a le plus de signification que j'ai eu la première étoile parce que c'est comme j'ai appliqué tous les concepts d'impro pour travailler avec quelqu'un d'autre pour faire une belle prestation, un beau spectacle pour le public. Fait que c'est gratifiant aussi de se faire dire, ben écoute, t'es pas l'étoile du match, mais t'as la mix du match. Fait que c'est super. Dans la mix du match, il y a plusieurs personnes qui ont pu participer aussi à cette impro-là. Il y a pu avoir plusieurs troisièmes entrées qui ont permis justement d'apporter l'impro ailleurs. Puis toutes ces personnes-là sont félicitées à ce moment-là. Puis je trouve vraiment que c'est un beau concept aussi. Puis à la Saint-Roch, je pense que vous en avez pas d'étoiles. On a éliminé ce concept-là. Puis ça a été unanime, là, vraiment, personne voyait l'intérêt d'avoir des étoiles. Nous autres, on s'est dit, on veut faire un spectacle dans lequel on veut principalement avoir du plaisir entre amis. On va faire nos sketchs. Puis si on a besoin de se gratifier ou de se donner une tape dans le dos, ben, on va se le dire. C'est ça. Comme de fait, je le vois, puis on se le dit, puis c'est le fun de dire à quelqu'un contre qui tu viens de jouer, « Hey, t'étais bon en soir, tu m'as fait rire en esti, t'étais vraiment drôle. » Puis de se le faire dire aussi, de le dire à ses coéquipiers, « J'ai aimé ça jouer avec toi, j'ai aimé ça jouer avec toi. »
c'est tellement le fun dans un environnement un peu moins compétitif, là, justement. Mais c'est ça qui est le fun dans un environnement de ligue aussi, tu sais, dans un tournoi, dans une compétition, en tout cas, tout dépendant de quel tournoi, mais tu sais, j'ai vu des tournois très aigres où on terminait notre game et c'était chacun de son côté, personne ne se parle, puis ben, tu sais, c'est il y a comme pas de place à apprécier qu'est-ce qu'on a vu, même si c'était bon, là, de façon tout à fait détachée de ça, mais... C'est sûr que ça fait un clash aussi quand tu es habitué de jouer ta saison en mix, mettons, ça passe, ça casse. Tu sais, le dernier tournoi qu'on a joué, tu sais, c'est une adaptation d'un bord ou de l'autre, tu sais, autant que quand tu es habitué d'être compétitif, tu rentres sur un impro puis t'es super craqué, puis quand tu joues en ça passe, ça casse, ben t'es vraiment motivé, mais d'une manière très différente, je trouve. Là. Oh oui. Parce que tu vois l'ensemble de l'impro, tu la vois venir, tu penses pas à, bon, qu'est-ce qui va me faire gagner le point. C'est peut-être moins important d'un sens. C'est tellement différent aussi, jouer en se disant je veux donner un bon spectacle, m'amuser et je veux gagner. Oui. Puis tu sais, je dis pas que j'ai éliminé l'un ou l'autre de ma vie. J'arrive d'un tournoi où c'est la fameuse coupe universitaire d'improvisation. C'est tellement prestigieux, tout le monde veut gagner ça. Puis genre, même moi, je suis embarqué dans un mode où là, j'essaie de coacher pour gagner. C'est des mix de 2 minutes, puis ça se peut que j'envoie un joueur à 30 secondes dans une mix de 2 minutes essayer d'amener quelque chose pour gagner l'impro. Puis je me sens pas nécessairement gratifié puis le fun de faire ça, mais là, c'est une ambiance dans laquelle les gens sont d'accord avec le fait qu'on veut gagner, mais c'est tellement bizarre. Ben, c'est vraiment bizarre. Tu dis ça, toi, c'était un tournoi en fin de semaine que tu coachais. Hier, moi, je jouais à un Royal Rumble. J'adore, tu sais, moi, je veux dire, je suis sortie du collégial, puis je rêvais de, tu sais, je m'excuse l'expression, mais de visser du monde en mix, là. Genre, c'était mon plaisir. Puis là, tu sais, avec les années, j'ai travaillé ça, puis j'ai évolué naturellement, puis maintenant, dans les mules, c'est des ça passe, ça casse. Mais là, tu sais, quand tu retournes en Royal Rumble, t'es comme, cette personne-là existe encore en moi, faudrait pas que ça dure trop longtemps, là, parce que ça reviendrait. Tu veux jouer pour plus jouer, tu sais. C'est sûr qu'il y a comme le petit instinct de guerrier improvisateur qui ressort. Mais c'est pas mauvais non plus, puis c'est de bonne guerre aussi, dans ces contextes-là. Mais c'est accepté de tous, là. C'est pas comme dans un contexte où il y a quelqu'un super compétitif, quelqu'un vraiment chill, puis là, voyons, le clash est... Dans ce temps-là, on voit vraiment le clash. C'est ça. Je pense d'où faire un peu la ligne entre les tournois compétitifs et les ligues non compétitives. Je pense qu'il y a des gens, des fois, qui vont faire le faux pas de un peu mélanger les deux dans un ou l'autre, puis tomber soit très pas compétitif en tournoi, puis que ça joue contre cette personne-là malheureusement, ou tomber très compétitif dans une ligue où ça l'est pas, puis de pas être apprécié par ses pairs. C'est ça, exactement. Puis pour revenir un peu au style de joueur, toi, tu t'identifies à quel type de joueur? C'est tellement une bonne question, là. Je pense que je suis la personne qui est le moins bon pour s'auto-définir en tant que joueur. Mais les gens t'identifient comme quel type de joueur en général? Mais je pense que les gens ont de la misère aussi. Parce que je pense que j'ai longtemps été un peu... Je pense que ça veut dire que t'es polyvalent. Ben, je pense que oui. Ben, c'est ça. Je pense que le joueur. Mais tu sais, mais j'ose pas comme m'auto-proclamer joueur polyvalent. Mais je pense que je suis quand même polyvalent dans l'optique où d'un match à un autre, je vais avoir des fois une attitude différente, un style de jeu différent. D'une équipe à un autre aussi. J'ai joué dans des équipes où clairement c'était des joueurs très très constructeurs, mais qui vont pas du tout puncher. Ça me faisait plaisir de prendre le rôle de joueur puncher. J'ai joué dans des équipes où les gens étaient plus terre à terre dans leur style d'impro, puis je tombais dans un mode des fois très cosmique, ou des fois j'étais avec des gens que j'ai tellement une grosse complicité qu'on tombe dans l'absurdité que juste moi et mes coéquipiers sont capables de comprendre. Et des fois dans des équipes où les gens punchent à fond, puis j'ai pas le choix de construire autour de ça, ou du moins me faire puncher dans la face. Je pense que ça peut être un type de joueur aussi, le joueur qui se fait le punching bag. Sérieux? C'est mon joueur préféré. J'adore faire ça. Tu sais, j'adore arriver et faire comme yes, c'est un joueur punching bag. Je pense que ça rentre dans la catégorie joueur obscur de un joueur qui reçoit tellement bien les punchs puis qui interagit avec comme si de rien n'était, mais ça met tellement de l'avant le punch après ça. Tu sais. Il répond pas nécessairement. Ça fait shiner encore plus le punch. Là. C'est ça, il l'encaisse. Il met toute la table pour que le punch encore plus puis qu'il soit bon. Là. Puis toi, Gab, ton style de moi, je pense que je suis la joueuse plus qui est là en support. Je suis plus celle qui va justement mettre la table pour que ça fonctionne. Une joueuse obscure. T'es le punching bag. Un peu. Un peu, je pense que oui. Tu sais, j'ai déjà gagné genre dans des ligues...
au secondaire, genre la joueuse pertinente ou la joueuse, tu sais. Je vais là quand j'ai besoin d'y aller. Puis si je sens qu'on a J'aime pas ça, besoin, ce concept-là, joueur pertinent, joueuse pertinente. J'y vais pas, tu sais. Genre, je suis vraiment pas la personne qui va se lever juste pour aller faire un gag. Là. Comme ça sort vraiment, vraiment du genre de joueuse que je suis. Ouais. Mais je pense que les meilleurs punchs en impro viennent des joueurs obscurs. Ben oui. Qui, de nulle part, des fois, vont sortir les plus belles perles. T'es comme, oh, j'ai jamais vu ça aller. Ben, je pense que c'est ça, c'est l'effet de surprise aussi. Tu sais, autant qu'un joueur qui est un petit peu plus puncher. Tu sais, je veux dire, tantôt, je disais, je suis plus considérée comme une joueuse puncheuse, mais tu sais, je pense qu'à travers les années, je suis devenue un peu versatile aussi. Là. Je veux dire, je suis capable de construire, je suis capable de faire des tons, tout ça. Bon, il y a des trucs dans lesquels je suis pas très compétente, puis je développerai pas ma compétence, là, genre les comédies musicales. Mais... ouais, ça, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu inné. Moi non plus, je sais pas... C'est un style de joueur. Le joueur comédie musicale. C'est sa catégorie à part. Mais tu sais, le public s'attend à ce que, tu sais, une joueuse comme moi, comme arrive, puis fasse un punch. Tandis que, tu sais, ils s'attendent moins d'un joueur obscur ou de soutien qu'il le fasse. Fait que quand il le fait, c'est tellement bon. Là. Ça devient la surprise du anti-casting. Là. Ouais. Ben oui, c'est ça qui est parfait. Puis tu sais, combien de fois on reste, même les joueurs restent un peu bouche bée de « Hey, qu'est-ce qui vient de se passer là? » C'est tellement bon. Je pense qu'il y a une autre grande catégorie qu'on peut parler qui est le type de joueur assumé puis le joueur décroché. Ouais. Il y a des gens qui sont pas capables nécessairement de jouer un ou l'autre et des gens qui sont capables de jouer un ou l'autre. Puis c'est correct. J'ai l'impression que le jeu assumé vient un peu des fois avec un background ou une expérience théâtrale qui aide beaucoup. Puis un jeu décroché, clairement, apporte un style de jeu plus punché en général. Puis il y a des gens qui sont pas du tout capables de jouer décroché, puis des gens pas du tout capables de jouer assumé à fond. Puis ça rajoute quand même un autre layer, je trouve. Oui, bien, puis moi, il y a aussi le joueur très cultivé versus le joueur qui l'est moins. Tu sais, je sais pas exactement comment le décrire. Tu vois, je suis pas un joueur cultivé. Ben moi non plus. Ça, je suis capable de le dire. Non, mais c'est vrai. Tu sais, je veux dire, j'ai de la connaissance générale, mais tu sais, il y a des joueurs tellement cultivés sur l'histoire, sur l'art. Des références. Oui, puis tu sais, honnêtement, moi, c'est les joueurs qui m'intimident le plus en impro parce que je suis comme... Je peux me débrouiller dans n'importe quelle situation, mais si tu commences à me sortir des faits, ben, OK, vas-y, gagne-la la mix. Tu t'amènes dans un univers qui, des fois, tu comprends pas, tu connais pas, puis là, t'es un peu pris au dépourvu. Oui, puis c'est aussi quelque chose pour lequel tu peux pas te pratiquer. Ben, non, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais tu sais, tu peux pas arriver un soir et dire « Hey, je vais me loader de connaissances. Je vais être prête pour le prochain match. » Tandis que eux, c'est comme inné. Ils ont ça, puis c'est tellement diversifié que même si tu prenais une soirée pour te pencher sur plein de sujets, tu ratisserais pas assez de sujets pour leur venir à cheville. Exact. Tu peux pas étudier. Non, exactement. Non, mais c'est des joueurs que j'admire énormément, là, que je trouve super pertinents, super le fun à voir jouer, fait qu'ils ont full leur place en impro. C'est juste que pour une joueuse, pour moi, là, personnellement, pas cultivée comme dans ce style-là, moi, c'est le genre de joueur qui m'intimide ou de joueuse qui m'intimide énormément. Ouais, je comprends. Mais c'est ça. Puis, on parle des styles de joueurs beaucoup avec la technicalité. Est-ce que vous pensez que l'environnement a un impact sur le style du joueur? Exemple, il est allé à tel cégep. Exemple, ses frères et sœurs sont tel type de joueurs. Ben, ayant d'une perspective purement travail social, je travaille beaucoup en systémique étant la personne dans son environnement. Là, c'est pas mal le fondement du travail social. Là, fait que définitivement, ça a un impact sur le... En tout cas, à mon sens, à moi, oui, clairement, je suis sûre que ça a un impact sur la personne puis sur le genre de joueur que tu vas être. Tu parlais de joueur cultivé tantôt. Clairement, c'est un joueur qui a été impacté par son environnement, qui est le fait qu'il est intelligent. Non, mais... OK. Non, mais clairement, on s'excuse à nos parents. Clairement, il y a des gens qui vivent dans des milieux ou qui sont élevés dans des milieux où tu as moins accès à tel truc ou tel truc, moins accès à un certain type de culture, ou des gens qui trippent pas sur le cinéma, des gens qui trippent moins sur le théâtre ou quoi que ce soit, des gens qui trippent sur l'humour, fait que ça va teinter dans leur jeu, de dire, ben moi, j'aime ça faire des blagues en impro, tu sais. Très clairement, je pense que ça peut avoir un impact. Tu parlais aussi de se faire influencer par des membres de la famille. Ouais, toi, t'es un peu là-dedans. J'ai 2 grands frères qui font de l'impro. Clairement,
au départ, ça m'influençait dans l'option, dans le sens où on me comparait énormément à mes frères. Là, premièrement, ça a souvent été des « Ah, tu joues comme tes frères ». Je savais pas si je devais le prendre comme un défaut ou un compliment. C'est quelque chose de positif? Mais tu sais, tes frères sont bons en impro aussi. Sont bons, fait que j'étais content. Je me disais, c'est le fun, c'est gentil, mais j'aimerais ça que les gens me disent que je suis bon comme moi je joue. Tu sais. Ouais, t'es bon pour toi, puis pas comparé à... Puis avec le temps, j'ai réalisé, tu sais, tout simplement, ils m'ont donné la piqûre de l'impro au départ. Fort probablement qu'on a joué d'une façon similaire parce que, comme dit, on a eu le même cheminement, on a eu le même parcours, on a été influencé par... C'est ça, on est influencé par les mêmes référents. Mais fut un temps où, à un moment donné, on s'est tous démarqués comme un joueur différent, je pense. Ben, pour vous connaître quand même, tu sais, je pense aussi... Moi, j'ai été coachée par un de tes frères pendant longtemps. Ben, par les deux pendant un autre bout aussi. Oui. Là. Mais j'ai été coachée par Étienne vraiment plus longtemps. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps vu Étienne vraiment plus comme un joueur constructeur, Oli comme un joueur puncher. Puis moi, j'étais tout le temps vu comme un doux mélange des deux, tu sais. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, je voyais pas que tu jouais comme tes frères. J'avais comme plus l'impression que tu avais pris des morceaux de chacun d'eux. Le fait qu'il me coachait teintait sur mon style de jeu. Fait que, clairement, je pouvais pas m'en tirer trop à ce niveau-là, mais quand oui. même, ça fait une belle dynamique dans une équipe de se faire coacher par son frère. Ouais. Les deux, même, en même temps. Ouais, non, c'était le fun, j'aimais bien ça. Moi aussi, je jouais avec lui cette année-là. Puis après ça, j'ai fini par jouer avec mes frères. Puis là, c'était le fun. Là, on avait l'occasion plus d'essayer de se démarquer les uns les autres. Mais ouais. Puis, il y a le côté, tu sais, l'environnement, on a parlé plus familial, social, mais il y a aussi l'environnement scolaire. Oui. Personnellement, moi, je trouve que ça a un grand impact sur le style d'un joueur. Je pense que oui. Il y a toujours les fameux clichés, tu viens de Limoilou, tu viens de Sainte-Foy, tu joues comme là-bas, tu joues comme là-bas. C'est vrai que ça teinte, ça m'énerve que ça teinte. Ouais, hein? Parce ça que que ça soit vrai. C'est ça, tu sais, je pense qu'il y en a peut-être des places qui ont teinté plus que d'autres, mais ça devrait pas, c'est niaiseux, parce que c'est une affaire de comment t'as toujours joué, comment tes coachs t'ont influencé. Ouais. Fait que je sais pas. Mais encore aujourd'hui, des fois, je regarde des joueurs puis je me dis, c'est sûr que... Tu sais, je le connais pas, mais c'est sûr qu'il joue à Limoilou en ce moment. Ou c'est sûr qu'il joue à Garneau. Il y a comme une culture. Ouais, vraiment. Ces endroits-là. Ben, à Québec, plus particulièrement, tu sais, à propos de 3 cégeps, mettons. Oui. Tu sais, je dirais que, mettons, à Lévis, c'était moins clair. Il n'y a pas une vibe précise. À Saint-Laurent non plus, mais tu sais, quand tu regardes Limoilou, Sainte-Foy et Garneau, t'es vois les styles de joueurs. Mais je suis sûre que en tout cas, je connais pas tant les programmes qui sont offerts à ces cégeps-là, mais je suis sûre que ça a un impact. Mettons, moi, j'ai fait mon cégep à Rivière-du-Loup, et cégep à Rivière-du-Loup, les gens qui font de l'impro, c'est les gens de la technique en loisirs. Oui. Ouais. Fait que ça te fait une ligue d'impro assez flyée, là. C'est du monde extraverti, qui parle fort, qui bouge beaucoup, puis qui sont là, qui sont drivés, là. Fait que la ligue était reflétée aussi par ça, par c'est vrai, les gens qui ont étudié au cégep. Moi, je suis allé au cégep à Limoilou, mais j'ai coaché à Sainte-Foy. Ouais. Puis j'ai joué dans une équipe qui était pas tant que ça différente de celle que j'ai coachée par la suite, t'sais. Mais quand je jouais à Limoilou, on était pas mal quasiment tous dans le programme de théâtre, là. Fait que ça fait quand même du sens. Mais on était quand même vu comme une équipe assez puncheuse, ce qui normalement concorde pas nécessairement. Mais tu sais, quand j'ai coaché à Sainte-Foy, il y avait tellement des gens de n'importe quel programme. Là, autant que j'avais des gens qui étudiaient en sciences nat, en sciences humaines, plein de programmes. Là. Vous savez, là, c'est vrai, il y avait beaucoup de programmes. Ces deux-là, puis il y a la troll et d'autres. La troll. Ouais, bref, tu sais, ça faisait... Je peux pas définir vraiment le type d'équipe que j'avais quand je coachais. Je trouve que c'était moins distinct un peu. C'était juste des bonnes équipes. Ben, je trouve ça le fun aussi parce que de mon époque, mettons, du collégial, c'était beaucoup des joueurs qui avaient été à ce cégep-là qui coachaient. Puis je trouve que maintenant, il y a quand même un mélange qui est plus... moi, je trouve qu'il est pertinent, le mélange aussi, là, pour apporter une autre couleur, puis tout ça, puis un peu démystifier l'espèce d'aspect
ça a un impact sur mon style de jeu parce que je viens de tel cégep. Le terme que je vais utiliser est peut-être un peu too much, mais je trouve qu'il y a un aspect de consanguinité qui s'installe à un certain point. Exact. De dire, je veux être coaché par un joueur qui vient de là, qui a les mêmes valeurs que moi. C'est pas vrai qu'il y a un concept de valeur nécessairement. T'sais. Non, puis l'impact, souvent aussi, on le... Tu sais, de cet aspect-là de consanguinité, c'est qu'on le ressent dans les années subséquentes à l'université. Puis là où tu essaies des matchs entre des joueurs qui viennent de des environnements différents, mais avec des styles très prononcés. Ouais, ça crée des joueurs qui ont de la misère à sortir un peu de leur pattern, de leur zone de confort. Ouais. Mais qui sont super bons dans ce qu'ils faisaient, mais ils ont tellement été ancrés dans ce pattern-là. Ils ont été super renforcés à être ce genre de joueur-là. Exact. Puis là, ça revient un peu à ce qu'on disait au début du podcast. Il y a des catégories, il y a des styles de joueurs, des catégories, des sous-catégories. Puis là, à un moment donné, toi, quand tu fais un repêchage, ben là, il faut que tu mettes tout ça ensemble, tu te dises, OK, constructeur, tel style de jeu de tel cégep, puncher, telle affaire, tu sais, puis là, t'es comme, OK, gros casse-tête. Mais c'est le fun après ça, c'est justement des mixés. Oui. Justement, qui arrivent de plein de cégeps différents, ils ont été en compétition, puis tu sais, en tout cas, la compétition à Québec peut quand même être assez féroce. Je pense que c'est moins peu que ça l'a déjà été. Là. Au collégial? Oui. Oui, mais... Je pense aussi, Mais tu sais, ça reste que ça fait une belle mixité une fois qu'ils sont rendus à l'autre niveau. Tu sais, tantôt, je disais, c'est plus facile de se développer en tant que joueur, je pense, au cégep, parce que, tu sais, tu as plus de temps avec le même coach, avec les mêmes joueurs, mais tu sais, quand tu arrives à l'université, je trouve que c'est plus facile, entre guillemets, de développer ton ton en impro parce que tu es mélangé avec tellement de monde, puis tu dois essayer puis te plonger dans l'univers de d'autres gens, que c'est là que tu deviens un joueur comme plus complet, j'ai l'impression, parce que tu as évolué en tant que personne, mais tu évolues en tant que société d'impro rendue dans les ligues plus hautes. C'est tellement le fun. Tu étais au cégep, tu avais vraiment du plaisir à jouer avec ton équipe, tes amis, puis d'avoir tes rivaux à la limite des autres cégeps. Puis là, tu arrives finalement dans une ligue universitaire où crime la personne que j'haïssais, entre guillemets, je suis tellement content de jouer avec. Elle est de mon côté, elle est dans ma ligue. Je la croise. C'est sûrement une fun personne, finalement. Je me fiais sur cette personne-là juste dans un contexte d'impro, puis j'apprends à connaître cette personne-là. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, au collégial, je jouais en même temps que Russell, qui jouait à Sainte-Foy, puis moi, je jouais à Limoilou. Tu sais, fait qu'on jouait contre là, dans les tournois, puis durant l'année, puis... Depuis des années, on joue dans les mêmes équipes, on est des joueurs super complémentaires, ça marche vraiment bien quand on joue ensemble. Mais on a tellement des univers différents, mais ça fait en sorte qu'à travers les années, lui, il me dit « Kim, arrête de faire ça », puis moi, je dis « Arrête de faire ça », parce que on est comme « T'as encore tes vieux plis, tu sais, de l'époque », puis c'est le fun de se faire dire ça, parce que quand on disait « On a besoin d'un coach, on a besoin de quelqu'un de l'extérieur qui nous dit ce qu'on fait de moins bien ou qu'est-ce qu'on fait de bien », ben c'est aussi en voyant d'autres styles, d'autres tons, que les gens peuvent dire « Ouais, mais j'ai jamais compris pourquoi tu faisais ça. » Puis des fois, de dire « Ben, moi non plus. C'est juste qu'on m'a dit qu'on faisait ça de même ici, là, tu sais. » Dans le fond, c'est peut-être le temps que je modifie ça. Puis, t'as coaché à différents niveaux, t'as joué à différents niveaux. Est-ce que tu penses qu'un joueur évolue dans son style de jeu ou... T'sais, il est comme un petit peu né avec une étoile d'un style, puis il se transforme pas nécessairement avec le temps? Non, je pense que définitivement, t'apprends soit à explorer un peu plus les types de joueurs, puis aller vers d'autres facettes de toi. Personnellement, en tant que coach, je préfère faire en sorte que quelqu'un aille pas trop dans sa zone de confort puis découvre d'autres types de joueurs que de dire « Ah, t'es bon pour puncher, on va exploiter ton côté puncher puis tu vas être le meilleur puncher. » Je pense que quand un joueur est bon pour puncher, ben parfait, t'es bon pour puncher, passons à autre chose maintenant. Essaye donc de faire telle affaire, telle affaire. Des fois, ça fonctionne pas aussi. Ça m'est arrivé de parler à des joueurs, de dire « Je trouve que tu punches vraiment bien, mais essaye donc de construire un peu plus. » Puis la personne me disait « Je suis pas capable de construire, je suis bon pour puncher. Puis j'ai pas envie de trop essayer de construire. Quand j'essaie de faire ça, je suis pas bon. » Je dis « Ben écoute, amuse-toi. Fais ce qui t'enchante le plus, puis joue la façon dont tu préfères jouer. C'est ça l'important. T'sais. Puis t'as-tu comme des exercices comme un petit peu plus techniques pour apporter des joueurs dans
dans différents styles de jeu ou tu sais, c'est vraiment comme tu dis amusez-vous. Tu sais, toi en tant que coach, est-ce que tu te donnes comme une mission d'essayer de faire sortir un petit peu le joueur de faire un peu de touche à tout? Ouais, exact. Ou tu sais, t'es comme OK, c'est beau puis tu lâches prise. Ouais, c'est une bonne question parce que je pense qu'en général, je préfère quand je coach faire pratiquer mon équipe sur ce que l'équipe ensemble a de la difficulté plus que ce que des joueurs en particulier ont des difficultés. Le côté individuel des joueurs va avoir lieu peut-être une fois par année où je vais faire une rencontre individuelle avec un joueur pour dire ça va moins bien, tu devrais plus essayer ça, tu devrais moins faire ça. Parce que je pense que chaque année d'impro est différente. Puis le plus important, c'est l'équipe en tant que telle. Que toi, en tant que joueur, l'important, c'est que toi, en tant que joueur, tu t'épanouisses, peut-être du plaisir, mais je pense vraiment que c'est de dire, OK, là, en tant qu'équipe, je trouve que on prend pas notre temps, on s'écoute pas bien. Avec cette pratique-là, on va apprendre à s'écouter, puis on va prendre plus notre temps. Plutôt que de dire, bon, toi, t'es telle affaire, toi, t'es telle affaire. Puis c'est un peu plus compliqué, puis un peu plus technique de dire, on va faire pratiquer individuellement les joueurs parce qu'il y a personne qui évolue pareil dans une équipe, tu sais. Mais je pense aussi que les pratiques, puis vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord, mais les pratiques, c'est vraiment un élément essentiel à l'évolution d'un joueur. Puis c'est peut-être pour ça qu'à un certain moment, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont un certain lâcher-prise, entre guillemets, sur l'évolution de leur type de joueur, parce qu'ils sont comme, je suis rendu une place où on a moins de pratique, ou on fait un retour après le match, mais on n'aura pas le temps de travailler ça. Fait qu'on devient plus ancré dans un type de carcan. Puis si on veut se dépasser, c'est à nous de un peu s'auto-analyser puis d'aller plus loin. De sortir de ça, oui. Mais tu te mets plus... Tu sais, si toi-même, tu n'acceptes pas de te mettre dans la merde, tu te mettras pas dans la merde, dans une pratique, dans un endroit qui peut être dit safe, là, de dire, je suis avec mon équipe, je suis avec mon coach, puis là, OK, je tente des affaires, je me mets dans la merde, puis il arrivera bien ce qui arrivera. Mais cette opportunité-là, elle existe comme moins, parce que tu es tout le temps devant un public. Fait. Je trouve d'où le concept d'avoir un coach, peu importe le niveau, je trouve ça quand même le fun, parce que il y a toujours quelqu'un qui a ton back, il y a toujours quelqu'un qui va dire, qui va te faire confiance. Je pense que c'est un peu ça le but d'un coach, c'est de dire si t'as de la misère à faire confiance dans une facette ou une autre de l'impro, mais il y a toujours ton coach qui va avoir confiance en toi, qui va te dire hey, ça, fais-le, vas-y. Quand s'il n'avait pas été là, jamais t'aurais dit que tu irais parce que tous les autres joueurs savent pas si t'as envie de le faire ou pas. Et ton coach va te dire vas-y, on s'en fout, tu te plantes ou tu te plantes pas, puis that's it, là. C'est tellement précieux d'avoir quelqu'un de groundé sur le banc, qui est pas dans le mode OK, je vais jouer la prochaine, OK, t'as l'affaire, qui va pas être trop dans l'action, mais qui va être dans l'action quand même, puis qui va être présent justement pour voir ces choses-là, pour faire comme OK, toi, ça fait un bout que t'as pas joué, mais semble que telle affaire, ça fonctionne pour toi, je te verrais faire ça serait drôle. Versus, dans un caucus rapide, pas de coach, OK, qui la file, oui, le fameux roulement de banc, c'est plus difficile de compter qui a joué combien de fois quand t'as pas de coach, tandis que le coach qui prend note, qui sait clairement, bon, telle personne a joué sa mix, telle personne a joué sa mix. Toi, t'aimes-tu mieux coacher ou t'aimes mieux jouer? J'adore coacher, mais c'est tellement pas pareil que le feeling de jouer, là, je fais de l'impro parce que je veux jouer à la base, mais non, jamais ça pourra remplacer le plaisir que j'ai à jouer. Là. C'est correct aussi. Mais tu sais, il y en a qui sont plus des arbitres dans l'ordre, il y en a qui sont plus des coachs, il y en a qui sont plus des joueurs. Mais tu sais, je le disais justement, quelqu'un qui me disait t'as-tu eu du fun à coacher en fait, même si tu fais pas jouer? J'ai eu énormément de plaisir, mais tout un petit côté agace de que j'aimerais s'embarquer sur cette impro-là, ou j'ai donné cette idée-là, ils l'ont pas fait nécessairement comme je voulais, mais moi je l'aurais fait de même. Ça te mord les lèvres un peu par moment, mais je trouve que ça t'éduque tellement en tant que joueur aussi, coacher. Là. Mais ça permet de cultiver l'impro vraiment d'une autre façon. Énormément. Je trouve que chaque match que je coach est une pratique pour moi aussi, puis je suis en train de dire à des gens de pas faire ça ou ça, mais je me le dis à moi aussi parce que pas parce que je coach que je suis un joueur parfait, au contraire. Non, c'est vraiment tu t'éduques puis tu réalises des choses, tu dis crime, je te dis ça puis jamais personne ne me l'a dit, mais je le dis à voix haute puis crime, je vais essayer d'améliorer ça moi aussi. Finalement, c'est le fameux parle plus fort. Je suis une personne incroyable. Je tellement souvent parle plus fort aux gens quand je suis la personne qui a le plus besoin de se faire dire en impro, puis à chaque fois je trouve ça ironique, puis je rassure mes joueurs en disant je te dis de parler plus fort. Moi aussi on me dit tout le temps que t'as pas. Là. Non, mais tu sais, à la dernière game des Vaches, je disais il faudrait arrêter de
de jouer décroché. Je suis la pire personne pour dire ça, mais là, ça avait atteint un next level de décrochage. Mais en même temps, c'est pas parce que tu le remarques et que tu le soulignes que ça veut dire que tu t'exclus de ce que tu soulignes. Non, ben, je leur ai dit, je m'inclus clairement 100% dans ce commentaire-là. Mais tu sais, il y a tout le temps aussi l'aspect quand tu coaches de t'as des idées parce que tu vois le jeu. J'ai l'impression que quand c'est tellement plaisant de juste comme être un peu plus le metteur en scène de la game parce que quand je joue, je suis tellement dans ma tête puis je suis comme si je fais ça, tandis que quand je coach, je suis juste ça serait bon. Puis là, je me vire vers un joueur puis je suis comme OK, vas-y. Puis ça, quand je coachais, c'est un principe qui est comme un peu plus long à... Tu sais, je disais à mes joueurs, faites-moi confiance. Si je vous dis d'y aller, ça va être bon. Ouais. Mais tu deviens aussi un peu, à un certain point, le joueur obscur en étant coach. C'est le fun de donner une idée ou de dire à des gens, va faire telle affaire. Puis ça pogne comme jamais après ça. T'as le petit côté de fierté de dire, c'est pas pire que je viens de dire là. Le monde a bien ri, là, sa blague. C'est moi qui ai dit. Oui. Ça me va, je suis content. C'est ça. Oui. Ben, c'est sûr que... Mais je me souviens, Kim, que tu m'en as déjà fait une affaire comme ça, de dire « Ah ouais, va faire telle affaire », puis je suis restée assise sur le banc, puis t'étais fâchée après moi, après. T'étais voyons, regarde, t'aurais dû y aller, c'était full bon. J'étais là, au même titre que c'est déjà arrivé qu'en tant que coach, j'ai dit à quelqu'un de faire de quoi, puis il est rentré, il a pogné une pune, puis c'était tout de ma faute. Ben oui, mais dans ce moment-là, je trouve ça tout autant drôle. Je me dis, j'aurais pogné un peu en tant que joueur, mais je l'ai pogné un peu en tant que coach. Ça m'est déjà arrivé en tant qu'équipe. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de dire à un joueur, tu vas pogner une pune là-dessus, mais c'est drôle aussi. C'est assumé à 100%. Ouais, c'est assumé. Tout ça pour le show. C'est assumé, j'ai compté le score parce que je suis pas compétitive. On est juste à une pune. On est correct. On peut prendre une pune. Tantôt, tu parlais que tu donnes des ateliers au club d'impro. Oui. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le club d'impro? Oui, c'est récent que je fais ça. C'est pas récent le club d'impro, mais depuis la session passée, j'ai commencé à donner des cours. C'est des cours qui se donnent pour des gens de tout âge qui ont envie de commencer l'impro vraiment à la base, là. Il y a différents niveaux, comme niveau 1, niveau 2 et niveau troupe. Niveau 1, c'est vraiment, on t'apprend c'est quoi l'impro, les bases le plus simple possible, puis t'en ressors après ça avec un petit bagage de crime. J'ai commencé à faire l'impro. Niveau 2, c'est vraiment la suite du cours, ou des gens qui seraient déjà un peu à l'aise avec le concept d'impro, qui disent j'ai envie de me replonger dans ça. Puis niveau troupe, c'est souvent après les 3 sessions, ou des gens qui en ont déjà fait, qui ont envie d'en refaire encore. Puis je dirais que c'est un peu plus des pratiques où on s'amuse puis on explore des concepts un peu plus d'impro. Puis c'est super le fun parce que c'est souvent des gens qui veulent pas nécessairement en faire compétitivement, veulent pas nécessairement jouer dans une ligue, qui veulent essayer d'un peu se déjeuner, veulent essayer d'en faire tout court. Puis des gens qui ont peut-être manqué le bateau à un moment donné, tu sais, des gens de tout âge, des gens de la quarantaine, cinquantaine, qui sont comme c'est-tu bizarre, je suis là? Pas du tout. Il n'y a pas d'âge pour arrêter de commencer à faire de l'impro. Puis, tu sais, c'est tant mieux, c'est tellement le fun d'en faire. Puis si tu prends plaisir à en faire sur le tard, c'est vraiment correct aussi. Oui, puis l'impro, on en a parlé aussi précédemment, mais l'impro, c'est pas juste une discipline culturelle qui est super organisée. Tu sais, l'impro, t'en fais à tous les jours, là, dans tes conversations avec des gens, au travail, dans ta vie sociale. Fait que c'est super pertinent pour les personnes de n'importe quel âge de développer ces habiletés-là. Oui, puis en quelques cours, j'ai vu des gens qui sont passés de « ça a pris tout mon petit change pour que je vienne au cours pour faire ça » à « mais j'avais tellement hâte de venir puis de m'amuser avec vous autres puis me laisser aller. » Puis c'est vraiment le fun, tu sais. Moi, je suis là puis je leur dis des petits exercices à faire et compagnie. Puis pour moi, c'est anodin, mais pour eux, c'est un gros changement. Bien, socialement, c'est aussi une activité qui est super pertinente, qui sort qui doit sortir des gens de l'isolement, tu sais, je veux dire des gens qui sont super timides, qui sont isolés dans la vie, ils s'inscrivent au cours puis ils rencontrent des gens dans un environnement super plaisant. Oui, vraiment. Là. Ça doit être très gratifiant de c'est de super voir le ça. fun. Puis, tu sais, moi, je m'amuse tellement à les voir aller. Là. C'est comme une naïveté puis un potentiel énorme que je vois en chacune de ces personnes-là. Ben oui. Puis, y a-tu des joueurs que tu as coachés là, qui se sont retrouvés dans des ligues ou ben là, c'est trop récent. C'est trop récent pour moi, mais je sais que, tu sais, après ça, il y en a qui ont été pris dans des ligues parce qu'ils avaient envie d'en faire, comme autant qu'il y en avait qui se sont dit, ben moi, j'ai juste envie de continuer pour le fun dans les cours ou
ou d'arrêter. J'ai eu le petit boost de ce que ça m'a fait où je vais convaincre mes collègues de partir une ligue à ma job. Des trucs comme ça, puis c'est super, puis c'est parfait. C'est pas tout le monde qui veut jouer dans une ligue. Récréative, parce que je veux pas, la ligue entraîne aussi énormément d'implication, puis c'est plus que juste jouer un soir par semaine, là. C'est vraiment plus demandant que ça. Fait que c'est vraiment cool d'avoir un contexte où tu peux justement aller jouer pendant une heure, un cours. Mais les ligues de travail, j'ai vu ça sur les heures de dîner. Des fois, ça devient des activités comme pour, pour mettons, financer Centraide ou là, je name drop Centraide. Pas parce que je suis affiliée à eux, mais juste parce que c'est ce qui me vient en tête. C'était pour ça qu'ils vendaient des billets pour financer. C'est des gens qui ont commencé, puis t'es comme « Ah non, je veux pas embarquer. » Puis un peu, c'est pas le club d'impro, mais c'est des gens qui ont dit « Ah, moi, j'en ai fait un peu. On pourrait faire une petite pratique, voir ce que ça donne. » Tu veux pas gagner une coupe ou un match ou quoi que ce soit. Tu veux juste comme... C'est ton badminton d'après-job. Ben c'est oui, de l'impro, ouais. Puis les gens sont, au début, sont super gênés. Puis, les gens écoutent de plus en plus le podcast. Puis justement, quelqu'un à mon travail me disait Hey, c'est vraiment le fun, le podcast. Je l'écoute le dimanche en faisant mon ménage. Oh, wow. Puis, ça m'a beaucoup parlé quand tu m'as dit Hey, de l'impro, on en fait à tous les jours. Parce qu'elle dit Moi, j'ai jamais osé en faire. Puis quand tu m'as dit ça, je me suis dit Hey, dans le fond, je suis une joueuse d'impro parce que j'ai des conversations, puis quand je me mets à interagir avec quelqu'un, c'est de l'impro. Puis elle dit, ça m'a vraiment fait du bien d'entendre ça parce que elle dit, de base, j'aurais juste fait comme tout le monde, puis dit, moi, jamais je serais capable de faire ce que tu fais. Non, c'est ça. On n'est pas des super humains. Là. Dans le monde d'impro, il y a de tous les genres. Il y a autant des gens super extravertis que des gens très introvertis. Puis on a besoin de tout ce monde-là pour créer ce bel univers-là d'impro. Oui, puis tu sais, le podcast, on l'a beaucoup créé aussi pour qu'ils se rendent dans le salon des gens, qui découvrent c'est quoi l'impro, puis qu'ils fassent « Hey, c'est tellement une belle activité, faites-en faire à vos enfants, faites-en au bureau, faites-en entre amis, parce que ça va développer vos skills sociales, ça va vous éveiller l'esprit, ça va faire travailler votre cerveau. » Tu sais, je disais à ma collègue, tu sais, il y a du monde qui court 5 km par jour, puis à un moment donné, ils font un marathon. Ouais. Nous, on a commencé en faisant des 1 minute, puis maintenant, on est capable de faire des solos de 6, 7, 8, tu sais. Mais si on nous avait mis dans 6, 7, 8 minutes seul au départ, on aurait abandonné parce que... C'est de s'amuser aussi, ça fait tellement de bien. Là, oui, c'est... Tu ris, tu as du fun, tu te laisses aller, là, c'est tellement thérapeutique de faire de l'impro, je trouve. C'est comme aller courir. Oui. C'est comme... Mais tu sais... c'est moins de calories. Mais non, mais tu sais, tu finis ta game, t'as eu chaud. Ça dépend. En fait, ça dépend vraiment si t'es un joueur plus physique ou un joueur plus... Mais t'as rencontré des gens, t'as été socialement actif. T'as bougé, puis t'en reviens chez vous, t'as de l'endorphine parce que t'étais super contente de ta soirée. Puis tu prends une douche, tu vas te coucher, puis t'es comme, bon, mais la semaine prochaine, j'ai un autre cours de groupe d'aquaforme /jogging. /impro. Dans chaque podcast, on a un petit segment qui s'appelle Ça passe, ça casse. Je sais pas si t'as écouté un épisode puis que tu sais comment ça se passe. Alors, Gab et moi, à tour de rôle, on va te poser des Ça passe, ça casse. Okay. Puis, tu vas répondre. Tu peux détailler ou pas. OK, des fois, c'est drôle quand c'est pas détaillé. Parfait. Gab, tu peux commencer. Yes. Donc, on commence avec Dupont et Dupont. Ça passe, ça casse. Ça passe, I guess. Parce que tu sais pas c'est quoi, genre. Ouais, mais tu sais, ils n'ont pas eu un assez gros impact. Ils t'ont pas impacté tant que ça. J'aurais pas eu un assez gros impact dans ma vie pour que ça casse, mais ils sont ça quand passe, même iconiques. Ça va vraiment être un ça passe. Les pailles en papier. Ah. Pas facile, ça. Ça aussi, c'est mitigé parce que genre... J'ai envie de dire que ça casse, mais là, non, ça a quand même tellement un bel impact sur l'environnement. Tu veux tuer les tortues? Mais non, c'est ça, tu sais, ça passe, mais il y a du chemin à faire, clairement. Là. Parce que pour l'instant, ça casse dans ma bouche. Là. Dans un ice cap, c'est ça casse dans ta bouche ou ça se dissolve? Dans tous les cas, j'ai beaucoup bu de carton depuis que ça existe. Et puis c'est parce qu'il n'y a rien qui goûte à part le carton. Oui. Mais sinon, tu peux traîner ta petite trousse de paille. Ta petite paille je dois en avoir 4 pailles en métal dans mon tiroir, mais jamais je vais les traîner dans mon porte-monnaie. Tu prends une toute petite paille rétractable. Oui. Mais honnêtement, je préfère boire sans paille.
Ben, enlève le Ça couvercle. dépend, il y a des puis that's it, choses qui... Ben, je fais beaucoup ça, moi, depuis les Ouais. pailles en carton. Mais, tu sais, j'adore l'environnement, là. Mais, Non, je préfère m'étouffer qu'une glace que boire qu'une paille. je ben pense. oui, c'est ça, Ouais. exact. Ice cap, sipi, ça marche moins bien, par contre. Ouais. Un cappuccino glacé, c'est tough. Une C'est C'est un gros moton de Une glace. slush, j'ai vu que la slush, c'est La slush, c'est quand même des tough, grandes là. bouchées de Le slush. bubble tea, ça perd un peu de son esprit. Ah, c'est là. clair. Je pourrais pas m'en passer pour ça. Bon, merci de briser notre méthode. Je suis désolée, pour je boire. suis vraiment désolée. On m'a traîné ma paille pour la slush puis bubble tea. Parfait. Briser le 4e mur en impro. Ah, ça passe. Ah ouais. Je l'ai déjà fait puis je trouve ça drôle. Pas trop, hein, avec parcimonie quand Oui, même, c'est parce ça. que ça devient Tout le temps. déplaisant, mais oui, ça passe. Je trouve ça funky. Les plaques d'immatriculation personnalisées. Ça passe. Queen. Ouais. Ouais, ça passe, mais tu sais, clairement, c'est comme certains types de blagues. Il y en a que je vais trouver drôle, il y en a que je vais trouver ça super lame. Ah oui, non. Mm. Définitivement. Ouais. T'es un ado, puis ta famille t'est sélectionnée pour participer à l'émission On a échangé nos mères. Et pelé, ça Ouh. casse. Je serais tellement mal à l'aise. Cette émission-là me rend tellement mal à l'aise, C'est- honnêtement. En effet, c'est beaucoup Surtout les d'intrusion. familles à grande thématique. Tu sais, on tripe ses poissons. Genre. Puis là, il y a eu dans une famille qui tripe vraiment pas Sur ses la poissons. pêche. Ouais, c'est ça, genre. Les autres, ils aiment ça Ouais, les c'est ça, tuer, puis exact. les autres trippent Tuer là-dessus, ce qu'on puis ils préfère. aiment. Puis des comme, oui, c'est à croire que cette famille-là existe. Là. Ils l'ont teinté. C'est tout mais bon. stagé, c'est ça. Non, l'affaire. ça casse. Ça Ouais. casse, OK. Porter des jeans en impro. Oh, ça casse. Ah ouais. Mais ça casse pour, tu sais, en tant que coach, là, c'est simplement une affaire de confort. Là. Tu sais, ça dépend où tu joues, en fait, même. Ouais. Je pense que ça Il y a dépend un du type décorum, de jeans. Mais tu sais, Ben, les jeans bleus, c'est cancel. ouais, là. c'est ça. Je pense que c'est une affaire de, j'ai toujours dit, en impro, porte du linge dans lequel tu es confortable, puis que c'est quand même neutre. Pour que les gens soient pas juste à regarder comment tu es habillé. Ouais, que ça, tu- c'est un concept que les gens oublient. Tu sais, C'est ça. pourquoi faut mettre des jogging? Tu sais, des fois, moi, je dis au monde, tu sais, en étant souvent au secondaire cette année, je leur dis, essayez de mettre des jogging noirs, tu sais. Ouais. Puis ils sont comme, ah, mais là, pourquoi jogging? Pourquoi noir? Ben, c'est un principe de théâtre, là, tu Mais c'est sais. ça. C'est parce que tu veux qu'on regarde tes souliers puis tes jogging pendant que tu joues ou tu veux qu'on t'écoute, tu sais. C'est Parce comme- que si t'es confortable dans tes pantalons noirs qui ressemblent à des jeans, puis que ça te gosse pas en tant que joueur, fair enough, C'est ça me ça. dérange pas, tu sais. Mais si t'as de la misère à t'asseoir ou il passe pas juste déchiré aussitôt que tu En veux t'asseoir skinny. sur une impro, Moi, c'est ça, un petit skinny, c'est ben, ça, ben, là, tête. je vais comme faire, ouais. Ou si tu portes des jogging roses, ben là, moi, je suis regardé ça, tu sais. Ouais. Mais bon. Mais mettons les leggings en impro. Ça peut casser. Ouais, ça peut casser. Ça peut déchirer. Mais Littéralement. t'es pas un joueur de Ben- jeans noirs, là. Ben, je suis un joueur de pantalon noir maintenant. Ah ouais? Je porte plus de jogging. Bon, Ouais. Ah. Ouais. c'est controversé. ça. Gros statement. il prend son- Mais il prend son si j'avais à pied. rejouer comme à la nuit Ouais, c'est ça, là, où tu il y a joues dans des les gros bars, tapis bleus, là, c'est ça, je ressors mes jogging parce que je vais jouer d'une façon différente. Mais là, il faut dire qu'en ce moment, je joue dans un bar où la circonférence de jeu est de... 4 pieds Oui, c'est carrés. C'est ça, exact. Fait que clairement que peu importe ce que je porte, ça changera pas grand-chose. 4 pieds carrés, j'ai été généreuse. Ouais, je pense que oui. Ouais, je pense Mhm. que oui. La catégorie zone d'émotion en impro. Ah, ça casse. Ça casse tout le temps anyway dans le public, là. Hey, mais pour vrai, je suis quand même d'accord avec toi. C'est un gros statement aussi, mais j'aime pas ben, tu sais, cette catégorie-là. Ben, ces impros-là, ils vont nulle part. Mais c'est là. ça. Il y a deux écoles à penser aussi, je pense, Tourne pour ce genre littéralement d'affaires-là. en rond. Genre les bons défis et les bons spectacles. Mhm. Tu sais, c'est le fun. OK, oui, c'était un défi, mais ça a donné une impro de marde. Puis t'es comme, OK, on a fait l'impro qui sert à rien du match. Tu sais, faut pas oublier l'aspect un peu s'amuser et spectacle. Tu sais. Ouais. Peut-être que je me suis amusé, mais ça a vraiment donné de quoi de plate à regarder. Fait que selon moi, ça casse. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, comme les games où on a, mettons, t'arbitres puis t'as un nombre de catégories à mettre dans ton pacing Ouais. obligatoire. Puis des fois, je suis comme... Ouais, ben tu sais, je vais-tu mettre une moins Ouais. bonne catégorie ou je vais juste laisser une équipe le faire à la manière qu'il veut? Tu sais, Mais c'est comme... Je peux comprendre qu'un arbitre régulier en vient à un moment à se dire, ah, je veux diversifier, puis je vais essayer de lancer Mhm. des catégories différentes, des fois un peu dans ce genre-là. Ça va, tu sais, mais moi, j'arbitre pas assez souvent pour que je donne des catégories Ouais, que si j'aime pas pas. aller dans tu sais. ce sens-là. C'est ça. Selon moi, t'es mieux de donner des choses que t'as envie de jouer toi-même. Mais je peux comprendre. Le lancer du bouquet. Ah.
Ça casse. Tout ce qui est trop... Hey, trop cheesy. Ce qui casse encore plus, là, c'est la nouvelle mode de, tu sais, dans un mariage, tu viens pour lancer le bouquet. Tu vas le donner à puis quelqu'un. là, finalement, la mariée se vire de bord, puis là, elle va le donner à quelqu'un. Pire. Là, l'autre, elle se vire de bord, puis là, il y a un autre, tu sais, c'est comme... Ah ouais. Mais écoute, on a pensé à la même chose en même temps, c'est plus original. Arrête. J'ai assisté à un mariage où ma blonde a passé proche d'avoir le bouquet, puis finalement, à la fin, c'était stagé, puis c'était une autre personne. Il y a quoi de plus décevant pour les autres de comme faire « Ah, je m'en allais la voir », puis finalement, non, c'est stagé, c'est voulu que cette personne-là. Et une demande en mariage à un mariage, là, fuck off. Ça aussi, ça casse. Ça casse. Ça casse à côté. Personne ne va venir voler mon moment, la gang. Ouais. Mais surtout cette mode-là, tu sais, à un moment donné, quelqu'un l'a fait une fois, décroche trop. Tu sais, à quel point t'as de la misère à trouver un moment original pour le demander à ta blonde en mariage. Mais oui. Ah, c'est pour que tu voles le choix à quelqu'un d'autre. C'est une thématique. Ouais, c'est ça. Mm. Les cadeaux d'hôtes. Ah, ça passe. Ouais. Faudrait être de mauvaise foi pour dire que ça casse. C'est pas obligé d'en donner, mais c'est le fun. Ouais. Ben oui. Ben oui, c'est le fun, les cadeaux d'autres. C'est le fun. Ben oui. Une rampe de skate dans ta cour. Ben, c'est moi qui casse, là. Mais genre, ça passe si t'aimes le skate, là. Si t'aimes pas le skate, ça casse, là. Ouais, c'est gros, puis ça sert pas à grand-chose. Genre un style gros skatepark, là, ou un je pense petit juste jump. une rampe. C'est comme un genre de U, là. Qui est vraiment creusé dans le sol. Ou à l'extérieur. Ok, non, un gros U. Ouais. Ah ouais. Ouais. Je pense que ça casse. C'est tellement contraignant. Ça prend beaucoup de place. Ben, il y a des skateparks partout. Ouais, ça fait crissement du bruit. Oui, mais récemment, il y a quelques mois, il y avait un article justement c'était un père de famille qui avait fait une genre de rampe dans la cour pour ses enfants, puis les voisins étaient rendus vraiment à corde. Ils étaient plus capables, ils étaient comme là, il faut enlever ça. Qui est en train de faire passer genre un règlement municipalité pour interdire les skateparks dans les cours. Ça passe juste s'il n'y en a pas un à 5 km de chez vous. C'est ça. Genre, sinon, oublie c'est ça, dans le t'as pas le voisinage droit. des autres, c'est correct. Exact. Genre, si t'es en campagne, pas de skatepark en proximité. Non, ils vont aller popper dans les champs. Les quarts de finale à 8 h du matin, un dimanche de tournoi. Ah, ça casse. Mais t'es vu à quelle heure? Les quarts de finale? Ouais. J'ai vu le samedi soir. Oui. Ah, OK, c'est un quart, ouais, c'est vrai. Mais les demi à 8 h le matin, dimanche. Ben, tous les matchs matin cassent, là, mais... Mais 8 h, c'est brutal. C'est brutal. Moi, je pense 8 h, c'est rough. Tu peux toujours t'arranger pour que ça commence à 9 h. Il y a toujours une manière de faire. Là. Mais ouais, 8 h, c'est rough. Ah, c'est rough. Très difficile. Ouais. Moi, j'ai fait le tour de ma liste. Moi aussi, j'ai fait le tour de ma liste. On a pris des hot takes aujourd'hui quand même. Oui. C'est très plaisant. Merci Antoine pour ta participation. Merci à vous. Gab. En finissant, on peut te voir à la Saint-Roch tous les dimanches à la cuisine dans Saint-Roch. Plein ça, exact. Puis sinon, si on veut des cours d'impro avec toi, il faut appeler au Club d'impro. Oui, Club d'impro qui est accessible via Facebook ou par courriel. Moi, j'ai dû téléphoner. Mais il y a un site internet aussi, le clubd'impro.com, je crois. Donc, c'est assez facile à retrouver. C'est pour des gens qui voudraient commencer l'impro. Y a-tu d'autres professeurs ou t'es... Oui, il y a d'autres professeurs. On est une couple à en donner. Je dirais que le professeur principal, c'est Louis-Olivier Pelletier là, qui a commencé les cours d'impro. Mais oui, j'invite n'importe qui a envie de commencer l'impro à s'y inscrire. Puis à te demander personnellement. Ouais. OK, ouais. Gab, on te voit tous les jeudis 20h à la Limule dans les Oranges. Oui. La saison tire à sa fin. On tire notre dernier match en saison régulière. Oui. La semaine passée, dans le fond. La semaine passée. Et naturellement, il y a les séries qui approchent à la Limule. Sinon aussi, Antoine, match spécial avec la Saint-Roch et la Saint-Roch reçoit la limonade le 30 avril et ce sera à un autre endroit. Ce coup-ci, ça va être à l'Improdome qui est au sol la nef, où se donnent les cours d'impro, justement, dans Saint-Roch. Donc, j'invite tout le monde à venir. Ça va être vraiment le fun. Un beau petit match amical. La limonade, qui est une très, très bonne équipe de Montréal. Oui. Une ligue dans laquelle un de tes frères joue également. Oui. Donc, si vous voulez voir le clash entre les deux styles de joueurs, Jamais ça. On ne sait pas encore si vous allez y jouer, mais peut-être que. Exact. Donc, pour vous suivre, la Saint-Roch sur les médias sociaux. La Saint-Roch Ligue d'improvisation sur Facebook. Je pense même chose sur Instagram.
Parfait. Sur le On va mettre les crâne. liens avec le podcast. Donc, les gens vont pouvoir aller s'abonner à la page puis vous suivre pour le match contre la Limonade. Yes. Merci beaucoup pour votre participation. C'était super intéressant. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast de Ça passe ou ça casse. Merci. Pour la semaine prochaine, nous allons parler de la LIS, la Ligue d'improvisation scolaire, avec la personne qui coordonne les opérations, Alexandrine Fortin, un coach et un de ses joueurs. On vous laisse sur un court extrait. Bonne semaine. Moi, puis aujourd'hui, je suis tellement contente de travailler à organiser cette ligue-là parce que la journée où j'ai commencé la liste, j'ai l'impression que c'est la journée où j'ai commencé à me former comme personne. Ouais. Puis d'être en contact avec les autres, ça nous amène tellement à évoluer. Là. Mais tellement. Puis surtout qu'en improvisation, on te donne un show à la base. Ben oui. Tu compares avec les sports d'équipe. Les sports d'équipe, là, tu pourrais faire du soccer tout seul avec un arbitre. Le match se finirait, puis ça serait légitime. Là. Ok, parfait. Le match s'est déroulé, tout est beau. Mais tu sais, au final, en impro, ben, quand on joue juste contre une autre équipe avec un arbitre, ben, c'est assez plate. Là. On en a parlé tantôt. Là, C'est pas la même ambiance. non, c'est vraiment pas la même ambiance. Fait que, on est là pour donner un show. Fait que les parents ils viennent, puis que ça commence à être popularisé, tant mieux. Là, c'est vraiment là pour ça. Puis ça leur fait découvrir aussi que, je veux dire, l'impro, c'est un univers. On t'en a parlé un peu tantôt, Alex. Puis ça ouvre cet univers-là de comprendre que ton jeune il fait de l'impro secondaire. OK, mais ça existe l'improvisation. Qu'est-ce que c'est l'improvisation? Bon, ben parfait. Il y a plein d'autres ligues au Québec. Il y a un match à chaque soir. Je peux vivre toujours, sauf le samedi. Je peux vivre à chaque jour de l'improvisation. Ouais. OK, là, c'est vraiment quelque chose. Autant pour les jeunes que pour les parents. Ça ouvre les portes sur quelque chose de beau. Là. Le podcast Ça passe ou ça casse est une présentation de la Limule, la ligue d'improvisation marginale de l'Université Laval. Vous pouvez venir voir nos matchs d'improvisation pour 3$ tous les jeudis 20h au Théâtre de Poche de l'Université Laval, au 2e étage du pavillon Alphonse Desjardins. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram en écrivant Improlimule en un mot dans la barre de recherche. Les propos tenus par les participants de l'émission leur appartiennent. Ils ne s'expriment pas nécessairement au nom de leur ligue ou association auxquelles ils sont affiliés.